C'était lors de la nuit initiale. Le premier homme, Oatea, et la première femme, Atanua, n'avaient aucun toit. Celle-ci se plaint à son époux qu'il n'y avait que de l'eau dans l'univers. Quelle est cette façon que nous avons de vivre, sans maison ? Oatea se fixa sur ses pouvoirs et le soir même dit à sa femme « Cette nuit, je bâtirai notre maison. » Il invoqua alors les forces divines. Oatea dressa deux piliers au milieu de l'océan. Il dit alors « C'est Uapo ». Puis sur ces deux piliers, il posa une poutre. Il dit alors « C'est Hivaua ». Ensuite vint avec les poteaux de soutien Nuku Hiva. Avec le toit couvert de palmes de cocotier, Fatu Hiva. Juste avant l'arrivée du soleil matinal, Tahuata. Avec le chant de l'oiseau, Bohotani. Puis vint Wahuka, et enfin avec le soleil, Eyao. On entendit Atanua s'écrier alors. Hey, wow, tu fais nous anata, Eyao. Au milieu de l'océan Pacifique, les îles Marquises constituent l'un des archipels les plus isolés du monde. C'est pourtant là qu'arrivèrent, il y a plus de 2000 ans, d'extraordinaires marins partis d'Asie sur des pirogues doubles. À la fin du XVIIIe siècle, leur isolement total fut rompu par l'arrivée des Européens. Si ceux-ci crurent découvrir le paradis à Tahiti, bâtissant le fameux mythe de la Vainée, ils durent faire face aux Marquises à un tout autre monde, beaucoup plus inquiétant. Ces îles volcaniques, déchiquetées et battues par la grande houle, abritaient une population belliqueuse, coutumière du sacrifice humain et du cannibalisme. À Nuku Hiva, Monseigneur Lecléache, ancien évêque des Marquises, est sans doute l'une des personnes qui a le plus cherché à connaître l'histoire de ce peuple. Une mémoire incontournable. Cook, qui ne connaissait que 3 îles, Fatu Hiva, Tahuata, Hivaoa, il ne connaissait que 3 îles. Il suppose, il imagine qu'il y a environ 90 000 habitants. Ça, c'est en 1774. Mais en 1842, du Petit Oie revient et prend possession au nom de Louis-Philippe. Là, il y a un recensement. Et il y a 20 000 habitants recensés officiellement. Mais le choc des cultures fut fatal aux Marquisiens, d'autant qu'aux soldats et aux religieux s'ajoutèrent les beachcombers, baleiniers et aventuriers sans scrupules qui amenèrent avec eux maladies, armes et alcool. La traite esclavagiste, la famine, les épidémies se conjuguèrent ensuite pour participer à l'effondrement de cette civilisation. En moins d'un siècle, l'ensemble du peuple marquisien, soumis, dépossédé de sa culture jugée indigne, tomba dans une dépression généralisée qui aboutit alors à une sorte de suicide collectif. Seulement 2% de la population survécut. Ils sont 2000 habitants qui survivent. Et c'est pas tuer entre eux, c'est malades. Des malades qui ne peuvent pas guérir. Tous mouraient. C'est la tristesse, et tout le cadre, la structure sociale, parce que ce peuple dit sauvage a une structure sociale, mais ça disparaît, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de responsable, c'est l'abandon, c'est désespérant. Ce sont dans les années 1920 que ce peuple fut sauvé de l'extinction par la politique sanitaire du docteur Rollin. Mais leur culture, de tradition uniquement orale, disparut tout de même par l'absence des tuhuka, les chefs maîtres de chaque savoir, et par l'évangélisation interdisant le rituel du tatouage, la pratique de la danse et du chant, et détruisant les tikis, véritables symboles païens. Depuis les années 1980, les Marquisiens s'organisent pour reconquérir leurs racines et se bâtir un nouvel avenir.
Paradoxe de l'histoire, ce réveil identitaire, ils le doivent beaucoup à cet homme d'église, Monseigneur Le Cléache, évêque de l'archipel de 1973 à 1986. C'est dans ce sens que le Festival des Arts, le Matavaa, littéralement le réveil culturel, est organisé tous les 4 ans par l'association Motuaka pour réunir ce peuple disséminé sur des centaines d'îles à travers tout le Pacifique Sud, dans ce que l'on appelle le triangle polynésien, entre la Nouvelle-Zélande, Hawaï et Rapa Nui, que les Européens baptisèrent l'île de Pâques. Rituel réinventé, les habitants de Huapo accueillent la pirogue venue de Nuku'iva. L'équipage décide de se rendre à terre, directement. La pirogue se nomme Tu'uatea Okeuhina. Pour nous, Tu'uatea, c'est le lever du jour. À travers cette pirogue, mon rôle, c'est de retransmettre les connaissances ancestrales à mes enfants pour qu'ils ne les perdent pas. Moi, je suis venu ici parce qu'à la recherche des liens qui existaient peut-être auparavant entre l'Ouest et l'Est. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est comme au Marquise, j'ai constaté qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Mais elles se perdent parce que peut-être c'est le monde moderne qui a amené des choses. Je ne sais pas si c'était positif ou négatif, mais au moins, c'est à nous d'apprendre ce qui est bien avec le monde moderne, mais aussi à garder un pied dans notre propre culture. L'arrivée de la pirogue est le premier événement du festival. Elle symbolise ce lien maritime historique entre tous les Polynésiens. Tel un dialogue, les chants et les danses se répondent entre les hôtes et leurs visiteurs. Et dans ce véritable tourbillon d'énergie, on improvise une danse de l'oiseau collective. Puis c'est l'arrivée de toutes les délégations venues de l'ensemble du triangle polynésien, comme Rapa Nui, les habitants de l'île de Pâques. Puis viennent se présenter peu à peu les autres délégations des îles de l'archipel des Marquises, des îles de la Société, puis des îles des Gambiers, des Tuamotu, des îles australes. Une délégation a aussi fait le voyage de métropole, de Castres, où habite une communauté importante de Marquisiens. Le sommet du triangle polynésien, Hawaï, est également bien représenté. The migration of the Hawaiian people are very historic and symbolic. Thousands and thousands of years we have discovered that the migration of our people have either come from Tapu-Tapu-Atea of Raiatea or also from Marquesas. And the reason why we travel to Tahiti and to come to these islands is to see a part of our history and to learn a part of where we may have come from, is to see and to see the livelihood and to see the history and to see the different stories that we hear in our chants and in our oral traditions that speak about these islands and where we may have come from. You can't go forward without knowing the past. Puis c'est au tour des officiels. Un secrétaire d'État est même venu de métropole,
Christian Estrosi, entouré de Gaston Flosse, ex-président de la Polynésie française, et de Madame Bocquet, haut-commissaire de la République. Les spectacles s'enchaînent dans une énergie communicative, chaque délégation apportant un morceau de sa mémoire à travers ses chants et ses danses. À chaque édition, il incite notre peuple à puiser dans la tradition dont les derniers Tuhuka encore vivants restent les témoins pour transmettre les valeurs sacrées de notre langue et de notre culture millénaire qui a survécu à tous les périls inconnus. Nous ne connaissons plus notre héritage, nos chants et danses, notre musique. On nous demande parfois à quoi sert un festival culturel. Nous répondons, la culture est l'essence même de la vie. Elle nourrit la pensée et l'esprit de l'homme. Elle est le miroir de l'âme. Ce qu'on veut savoir de nous, Marquisiens, c'est sans doute d'où nous venons, ce que nous sommes, où nous allons. Ce soir, je voudrais, au nom du gouvernement français, vous témoigner notre attachement profond à cet événement qui n'est non seulement un événement marquisien, un événement polynésien, un événement de la culture française, mais tout simplement un événement de dimension planétaire. Au-delà de ce ton quelque peu emphatique et exagéré, le discours de la France était très attendu car les Marquisiens demandent leur attachement directement à la métropole pour ne plus dépendre de Tahiti. Grâce au Matava, la culture marquisienne trouvera une place dans l'actualité francophone. Mais cet éveil des Marquises reste malgré tout encore très récent. Voilà ce que raconte Monseigneur Lecléache de son arrivée en 1973. Qui sont ces gens-là? Ils ne savent pas eux-mêmes. Ils ignorent leur histoire. Je demande l'histoire. Personne ne s'intéresse à l'histoire. Même pas les pères. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je m'y intéresse. Je lis, j'écoute. Qu'est-ce que je découvre? Oh ben dis donc. Ah ben j'ignorais tout ça. Alors, en 1978, je suis évêque. Je décide d'avoir un synode, mais un synode à notre façon, c'est-à-dire grouper les Marquisiens pour réfléchir. Un synode qui dure 9 mois. Je passe dans toutes les vallées, 26 vallées habitées, réunion de tous les êtres humains, mais réunion d'un petit groupe. Qu'est-ce que vous pensez de votre maison? Qu'est-ce que vous pensez de l'école, vous parents ou vous enfants? Qu'est-ce que vous pensez de votre langue, de votre passé, de vos ancêtres? Quelle langue voulez-vous parler à l'église? Marquisien. Quelle langue voulez-vous parler dans votre maison? Marquisien. Quelle langue voulez-vous parler au travail? Marquisien. Alors pourquoi la France nous oblige à parler français et pas marquisien? Bonne question. Et ainsi de suite. Donc c'était très passionné, je le reconnais. Alors on sort de là avec Toti. Nous ne savions pas comment stimuler nos habitants, nos populations,
à faire revivre la culture marquisienne parce que bon, il y a eu un moment donné, c'était tabou. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord l'outil. Le besoin crée l'organe. Quel organe? Une société de gens qui sont conscients comme nous le sommes et qui veulent faire quelque chose. On a dit la société s'appellera Motuhaka. Motuhaka, marquisien, signifie rassemblement. Motuhaka se rassemble et on invite les gens qui veulent de venir avec nous. Le Motuhaka a donc créé l'Académie marquisienne qui, avec ses 13 représentants, a pu concevoir le premier dictionnaire marquisien. Notre premier lexique s'appelle Moponoteka, qu'on a rangé par ordre alphabétique, français marquisien. En fait, nous, notre objectif aussi, c'est d'aider les enseignants dans leur école, justement par la création d'un lexique qui peut les aider. En fait, la langue marquisienne, c'est vrai que c'est la fondation de la culture marquisienne, puisque pour la sculpture, on a besoin de cette langue. Pour le tatouage également, pour tout ce qui concerne la culture, eh bien, on a besoin de la langue. Alors, le Motuhaka a décidé après du festival où nous parlions marquisien, nous chantons marquisien, nous dansons marquisien et on discutera les questions marquisiennes. Jusqu'à la création du Motuhaka, qui est donc à l'origine du festival Matavara et de l'Académie marquisienne, les anciens qui avaient gardé en mémoire des bribes de leur culture ne voulaient surtout pas transmettre leur savoir devenu tabou, car ils ne comprenaient pas l'utilité d'un retour culturel. Vous voulez nous faire revenir en arrière à l'état de sauvage, disait-il. Vous voulez retourner au paganisme. Les missionnaires nous ont demandé de nous habiller de la tête aux pieds et maintenant on va nous voir en pagne. Les personnes âgées, les anciens, quand on allait les voir, ils disaient toujours ça c'est du paganisme, c'est du temps ancien. Et je leur disais, mais comment vous avez réussi, vous, à garder donc cette culture en vous? Alors, si vous ne transmettez pas, donc vous avez des choses à nous dire et que vous ne voulez pas les transmettre. Or, il est toujours dit, chez le marquisien en général, qu'on doit transmettre. Tukuake, ça veut dire transmet. Parce que cette génération actuellement est en perte de tradition et de repères. Alors, je me suis dit, peut-être que par le biais de ce festival donc, des arts, nous pourrions, à ce moment-là, faire revivre cette culture-là. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, les anciens se sont dit, on a compris pourquoi tu veux nous faire participer à ce festival-là. Moi, j'ai un mandat plus fort que celui qui a imposé le tapu. Et en attendant, je dois lever ce tapu pour que tout le monde puisse passer aussi. Un peu de patience. Dans quelques minutes, le tapu sera levé. On évoque donc l'histoire en reconstituant grandeur nature, au cœur de la forêt les temps anciens, où les guerres étaient incessantes entre les tribus des différentes vallées. On creuse la mémoire dans tous les domaines. Ici, on prépare un grand four marquisien nommé Oumou. Tu mets le feu, tu mets les cailloux, tu fais chauffer les cailloux. Après, c'est là que tu mets le bac dedans. On va mettre du cochon, la chèvre. Après, on recouvre avec des sacs de copain.
et des feuilles de banane. Après, on remet la terre par-dessus et on cuit toute la nuit. Demain à l'aube, on enlève. Ça y est, c'est cuit. Cet art culinaire est considéré comme partie intégrante de la culture. Le repas communautaire qui s'ensuit permet un important moment de partage entre les différentes délégations et les invités. Aujourd'hui, la mémoire libérée des anciens est devenue un élément clé de la transmission. Même les souvenirs les plus lointains, les plus flous, permettent de reconstituer des pans entiers de cet immense puzzle culturel et spirituel. La danse de l'oiseau en est un bon exemple. La danse de l'oiseau qui est basée sur le souvenir d'une vieille dame de Nukuhiva. Elle se souvenait qu'autrefois, une femme dansait l'oiseau sur la pointe des pieds. Et à partir de là, on s'est dit, bon, ok, on sait qu'elle est sur la pointe des pieds. On sait qu'elle fait des petits mouvements de pied. On se dit qu'au niveau des bras, ça doit être comme des battements d'ailes. Au niveau traditionnel, on a beaucoup aussi de rapports qui expliquent que l'homme aussi le faisait. Le tatouage, qui avait été interdit depuis plusieurs générations, est devenu l'un des emblèmes du renouveau culturel. Outre sa fonction d'appartenance à une classe sociale et de carte d'identité évolutive, le tatouage était une protection. On tatouait autour des orifices pour éviter que le mana, la force vitale, ne puisse quitter le corps ou que de mauvaises influences ne puissent y pénétrer. La renaissance culturelle, elle n'est pas vieille, le renouveau du tatouage non plus, il a 20-25 ans. Sur ces premières années des 20-25 ans, ça a été surtout dans une notion d'esthétisme. Dans l'élan du renouveau, il n'y avait pas cette compréhension du motif. Alors qu'aujourd'hui, ils vont rechercher vraiment à comprendre les motifs qu'ils font. Ça, c'est génial. En très peu de temps, en 20 ans, il y a eu cette prise de conscience aussi. Aujourd'hui, des motifs ont été redécouverts, d'autres inventés, et le tatouage retrouve maintenant une nouvelle importance sociale. Le festival est aussi l'occasion de faire revivre de vieilles légendes. Les danseurs de Nukuhiva offrent aux habitants de Huapo un tiki, une statue en pierre de plusieurs centaines de kilos représentant une femme et son enfant, symbole de fertilité. Il s'agit de mettre fin à une légende commune qui les oppose, restée en suspens entre les deux îles depuis des siècles. Ce tiki symbolise l'historique. La tribu qui habitait dans ce papain avait ramené une pierre pour faire un tiki. Et cette pierre-là n'est pas arrivée jusqu'au Tohua. Et aujourd'hui, cette pierre a été emmenée sur le Maraï, sur le Houpé, par les Nukuhiva. Ça symbolise cela. C'est l'histoire qui continue. C'est la mémoire oubliée. Si j'étais responsable de cette manifestation, de cette grande manifestation comme là, j'interdirais tout ce qui est caméra, ce qui est appareil photo. Non, on est en train de chercher notre identité, quoi. C'est ça l'identité. Un étranger ne peut pas venir dans un Tohua comme ça. On ne peut pas. Si on veut retrouver notre mémoire, le peuple marquisien est en train de faire une recherche sur sa culture. Les seuls qui ont une approche avec les Marquis, c'est les Maoris de Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques. Ce sont ces trois qui pourraient avoir, donc, qui ont des similitudes avec les chants et les danses traditionnelles marquisiennes. L'histoire dit que la migration vers Rapa Nui, l'île de Pâques, est partie d'Ivaoa, la langue étant très proche du marquisien.
Aujourd'hui, la délégation de Rapa Nui revient donc sur sa terre d'origine. De festival en festival, il propose le même spectacle en gardant les mêmes chants, les mêmes danses, les mêmes costumes, ce qui est considéré comme une garantie d'authenticité. La cérémonie à la mer est un rituel ancien conservé par Hawaï, qui vient en faire ici la démonstration avec Horuru, une fédération d'associations culturelles de Tahiti. The sea ceremony is very symbolic, very historic. All our islands are surrounded by the sea, so we are at the mercy of the ocean. We believe in the ocean, the land, and the heavens, and anything on the land or the ocean is considered female. We call her Papa. And Papa is very important to us. And we brought our ocean water with us so that the Marquesian Islands, Papa here, when we pour the water in from the gourd, she will taste us and remember who we are as a people. And that was the reason for pouring of the water, so that the Sea of Marquesas would understand, and Papa herself would recognize who we are as her people, who have come from Hawaii. On avait besoin d'apporter une autre image qui était celle des cérémoniels. Et c'est comme ça que Horuru et Hawaï ont proposé une cérémonie à la mer et essayé de montrer que le ressenti et le spirituel étaient aussi importants. Et comme on n'en avait pas l'expérience, je parle au niveau des marquises, on avait besoin de gens de l'extérieur. Les Hawaïens nous ont beaucoup aidés à retrouver tout ça. Il faut dire qu'eux ont eu cette chance d'avoir pu consigner quelque part, avant que tout cela disparaisse, leur rituel. Et à partir des échanges qu'on a régulièrement, nous nous reconstruisons. Et donc notre culture est en devenir, tout au moins sur le plan des rituels, mais ils sont tellement importants pour notre culture que le combat, la lutte est longue. Mais nous sommes persuadés que c'est par là qu'on va pouvoir réellement aller au fond des choses. Donc c'est ce lien qui a fait que petit à petit on est arrivé justement à retrouver ce rituel qui n'est pas fini, qui n'est pas figé. Mais la danse en elle-même n'est que la résultante de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est cet intérieur qui nous importe. L'image qu'on donne bien souvent, c'est qu'en fait l'homme, quel qu'il soit, dans toutes les cultures, il faut le prendre comme un arbre. Et dans l'arbre, vous avez les fleurs, vous avez les fruits, vous avez les feuilles, vous avez le tronc. Ça, c'est ce qui est visible. Mais le plus important, c'est réellement les racines qui vont faire qu'on va savoir pourquoi on est. Parce que l'arbre sans racines, au moindre coup de vent, il tombe. The most significant part of the ceremony is the cleansing. Hawaiians believe we have three navels: your genitals, your belly button, and your head. This you only can use in the present. Your belly button is from your past, because that was your umbilical cord when you were born. Your genitals allow you to procreate, so that is the future. And if all these things does not work together, then your body cannot work together. And the olelo, the word, is power. It's mana. It's everything, our breath of life. And everything comes from the ocean. The winds, the rains, the weather, the birds, the creatures. All these things are important to us. So to have the ceremony at the ocean, it cleanses us. Because the island in the water always caresses the land. Never stops caressing. De toutes les délégations qui sont venues apporter leur pierre à cet immense édifice qu'est le Matavara, il en est une particulière qui a fait le voyage long et coûteux depuis la métropole, de Castres. Cette délégation a tenu à montrer ici aux Marquisiens eux-mêmes leur passion pour cette culture.
Alors le but de notre association, c'est de justement le montrer, notre savoir-faire aux autres, apprendre la culture marquisienne à tous ces petites métropolitaines, comme on dit chez nous là-bas. La plupart des danseurs ou danseuses qui sont avec moi, plus particulièrement les filles, ce sont des métropolitaines ou des filles de métissage. J'ai fait venir toutes ces jeunes filles qui sont avec moi aujourd'hui à Hakahao, venant de métropole pour faire une petite prestation en marquisien. On vous interpréter notre culture. Voilà le matava. C'est tout. L'opinion est divisée quant à l'appropriation de la culture marquisienne, de la danse en particulier par des métropolitains. Notamment Toti, le président de Motu Haka, reste très critique. Pour moi, par rapport donc à la délégation de Casse, c'est un peu du gâchis, quoi. Je dirais, je serais venu en tant que spectateur en dansant des danses castrées, je ne sais pas, oui, mais venir faire de l'imitation, c'est pas tellement... Est-ce que d'abord, quand on danse, quand on chante, on doit le sentir, c'est dans les tripes. Pour avoir vécu aux Marquises, comment pouvez-vous ressentir à 20 000 km dans les tripes ces chants, ces danses? C'est une des seules danses qui m'intéresse et qui m'attire surtout par son aspect mystique, gracieux. C'est attirant, c'est joyeux. Et les danses, c'est surtout intégrer cette culture en nous. Donc ceux qui habitent ici, les locaux, les Marquisiens, je pense qu'ils sont plutôt impressionnés que les métropoles comme nous puissent intégrer une culture comme la leur. Et je pense que le bilan, il est plutôt positif. Le festival, il faut que ce soit ouvert. Bien sûr, avant tout, il faut les Marquisiens en avant tout. Mais il faut que ce soit ouvert ailleurs. Parce que la culture, c'est mondial. Le métissage est dans le monde entier. Le mana, l'énergie vitale des ancêtres et des lieux, s'est donc bien senti pendant ces quelques jours. Sur ce point, le Matava'a est un véritable succès, même si au moment de dresser le bilan, les avis divergent sur une question. Doit-on garder les rites en s'isolant et peut-être disparaître une seconde fois, ou bien s'ouvrir et partager au risque de se diluer dans la société spectacle? Le festival a pris de l'ampleur. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce stade-là. Et je dis, il y avait trop de monde. Trop de monde et il y a eu, je pense, c'était un festival, c'était un Matava qui était destiné aux Marquisiens en priorité, à nous. Et on a voulu faire de la publicité. On est victime donc de cette publicité-là. Alors moi, je ne partage pas la fermeture. Je pense que ça fait partie aussi de notre tradition, cette notion d'accueil. Maintenant, il faut que ces gens de l'extérieur sachent que ce festival, il est avant tout pour les gens de l'intérieur. Que restera-t-il donc après cet événement? Un rendez-vous est pris pour le prochain Matava'a, qui aura lieu dans 4 ans sur une autre île de l'archipel. Mais d'ici là, le travail à faire reste considérable. De nombreux bénévoles continueront leurs recherches en consignant d'anciennes légendes, d'autres en recensant des espèces végétales. Dans le domaine de l'archéologie, Pierre Ottino a été missionné ici par la métropole. On ne peut pas travailler indépendamment des Marquisiens, parce qu'ils connaissent leurs îles. Donc on se base évidemment sur ce que les Marquisiens nous racontent, sur ce qu'ils savent, sur évidemment les premiers missionnaires, les premiers navigateurs, les premiers découvreurs qui ont quand même décrit
certaines choses. Il y a aussi une iconographie qui a été conservée, pas autant que l'on aimerait, bien sûr, hein, les commentaires aussi des navigateurs, des médecins, des premiers gouverneurs, comme on dit. C'est une source vraiment précieuse. On est obligé de se baser là-dessus. Alors, ce qui les intéresse, c'est de redécouvrir leur patrimoine, de redécouvrir des sites dont ils connaissaient l'existence, mais ils ne les connaissaient pas dans leur ampleur, parce qu'il faut dégager la végétation. Et en les dégageant petit à petit, on s'aperçoit que tout le paysage, vraiment toutes les vallées étaient intensément occupées. Et comme ça, ils se rendent compte vraiment que les gens d'abord étaient beaucoup plus nombreux avant, qu'ils avaient fait des choses qui leur semblent assez extraordinaires, forcément, parce que tout se faisait à la main, et qu'ils vivaient sur ces îles bien, agréablement, dans le sens où maintenant, à Nukuiva, il y a un peu plus de 2000 habitants. Et évidemment, là, beaucoup de choses, il y a des plantations, bien sûr des pêcheurs, des chasseurs, mais beaucoup de choses viennent de l'extérieur. Les légumes, le sucre, les pâtes, donc on est obligé d'importer. Tandis qu'avant, les gens vivaient évidemment en autarcie d'une certaine façon. Ils étaient beaucoup plus nombreux, disons 20 000, 25 000 sur l'île de Nukuiva au lieu de 2000, donc 10 fois plus nombreux. Et ils vivaient bien de leur propre travail, de leur propre main. Donc ça les intéresse et ça les étonne. Et ça permet également de valoriser une culture qui a été dévalorisée avec l'époque coloniale, même l'époque moderne. L'époque moderne qui va toujours de plus en plus vite, où les gens, pour trouver un travail, doivent aller dans les capitales, donc à Tahiti, ici ou ailleurs. Mais ils s'aperçoivent que chez eux, il y a des choses qui sont intéressantes et qui intéressent même les gens de l'extérieur. Donc pourquoi les autres s'y intéressent alors que nous, on le laisse un petit peu comme cela. Éric Olivier et Catherine Chavaillon sont deux passionnés bénévoles qui explorent, découvrent et répertorient les sites archéologiques depuis plus de 10 ans. Cet inventaire long et unique est non seulement reconnu, mais repris ensuite par des archéologues tels que Pierre Ottineau, qui n'a ni le temps ni les moyens de faire cet énorme travail de terrain. Je suis en train de nettoyer les petits plants de pistachiers qui ont poussé un peu partout. Il y en a partout sur le site. Et en vérité, ma foi, à chaque fois, il faut refaire la même chose parce que ça pousse très très vite. Il y a des plantes comme ceci là, une espèce de vigne qui vient recouvrir complètement les pierres, les arbres, etc. Et une fois, on est arrivé ici et le tiki avait disparu. Et donc on l'a cherché partout et donc tâté comme ça pour savoir où était le tiki. Et on ne l'a pas trouvé. On est passé à quelques centimètres, forcément. Ça, c'est un beau tiki fait sur pierre dure, sur basalte. Et donc, avec des détails, on voit bien tout le long des lèvres, l'ensemble des détails qu'il y a, qui sont magnifiques, des petits tatouages. Ouais, c'est beau. Nous sommes installés à Ivawa depuis 11 ans et la collection de photos d'Éric et puis mes premiers dessins au petit point ont intéressé le service du patrimoine qui nous a demandé de faire une compilation, en fait un inventaire des pierres sculptées et gravées de l'île dans leur contexte. À l'entrée du Torua, alors un Torua, c'est une grande cour non pavée et délimitée sur les côtés de plateformes ou d'alignements de grosses pierres. Regarde Catherine, hop, il y en a 3 là, super. La forme de certaines cupules qui ne sont pas totalement rondes laisse voir le mouvement de broyage et le geste technique, quoi. Et donc ça c'est particulièrement intéressant. Que ce soit précis au maximum. 8,40 m. On retrouve des pierres qu'on ne connaissait pas, c'est sûr. Et au fur et à mesure, on a commencé à voir des choses intéressantes comme les pierres à cupules dans lesquelles ils travaillaient, puis les pierres à aiguiser sur lesquelles ils aiguisaient leurs herminettes, leurs outils. Et donc ça nous a intéressés de plus en plus. Et puis maintenant, je veux dire, chaque pierre, chaque entassement de pierre nous intéresse parce que par leur structure même, par leur interaction les unes avec les autres, puisque grâce à ça, on arrive à imaginer comment travaillaient les anciens, comment ils vivaient les uns par rapport aux autres. Là, je suis en train de laver la pierre, parce qu'ensuite, à la photo, on puisse bien voir le relief avec l'éclairage. Voilà.
Là, c'est là-dessus qu'ils aiguisaient leurs herminettes. Ça, c'est des parties plus un peu polissoires. Il y a sur chaque site, on retrouve des pierres à aiguiser comme celle-ci. Et donc, moi, je trouve que c'est une pierre de travail absolument magnifique. C'est une pierre atelier. Donc, on imagine combien de générations de marquisiens ont poli dessus leurs herminettes. Mais Catherine, je me suis trompé ou quoi? Et quand c'est couvert de fougères, tu les vois pas? Tu marches, d'un seul coup, tu disparais. Fou. Alors moi, 2 fois, je suis tombé dedans, mais 2 fois, elles étaient petites. Bon, vas-y. Donc, on pense que, vraisemblablement, c'était plus des pièges qui empêchent ensuite les personnes de remonter. Il peut y en avoir également pour les cochons, mais de cette taille-là, je pense que c'est plus pour les hommes. Voilà ce magnifique alignement donc, de 5 dalles de Kétou qui sont sculptées. Ils sont magnifiques. Le symbole de la gémellité, ou bien Ou un lien. un lien qui les unit, Voilà, ça peut être. le grand prêtre et le Toa, Oui, ou bien un couple. Un couple aussi. On ne sait pas bien exactement, mais on voit bien, on va s'approcher. On voit les 2 hipoux, ici les cercles concentriques. Et je pense qu'effectivement, l'inscription au patrimoine de l'UNESCO est quelque chose d'extrêmement important pour les sites des marquises. Mais ça ne se fera que s'il y a une volonté de la population de sauver son patrimoine. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas envie de détruire. Mais cette envie de protéger, elle n'existe pas encore. Elle est à faire naître. Beaucoup de marquisiens sont venus nous voir en disant « mais je ne savais pas que tout ça existait ». Ils sont assez étonnés de la richesse et de la diversité des tikis et des représentations dans la pierre qui existent sur l'île. Maintenant, c'est encore insuffisant, hein, l'étonnement, bien évidemment. Il faut avoir envie de le protéger. J'ai strictement aucune idée de ce que représente l'avenir à ce niveau-là. On peut très bien aller dans un sens comme dans l'autre, parce que pour beaucoup de personnes, ces pierres sont gênantes. Elles sont un frein au développement, elles sont un frein à la construction de maisons, et spécialement autour des villages. Mais quel équilibre trouver entre préservation des vestiges, culture et activité économique? À Fatou Hiva, le travail du tapa, l'écorce d'arbre, permet sans doute cette alliance. L'artisanat traditionnel semble y avoir encore quelques beaux jours devant lui. Et une fois que cette matière-là est finie, prête, et tout ça, elle va devenir comme ça. Donc c'est avec ça qu'on fait aussi bien des fleurs, des chéquiers, des machins. C'est un travail qu'on peut tout faire, des ceintures, pas mal de trucs, des colliers. Moi, c'est ce que mes parents m'ont appris et m'ont dit comment il fallait faire. Et je vis avec ça. Ça, c'est mon gagne-pain. Parce qu'ici à Fatou Hiva, on n'a pas d'économie, on n'a rien, on n'a aucune ressource. Donc on a simplement la ressource, la pêche, l'agriculture et l'artisanat. Alors, pour les pinceaux, nous, on se sert de nos cheveux. Avant, nos ancêtres et puis nos parents, mon arrière-grand-mère, elle travaillait uniquement le tapa comme ça, mais grossièrement. Tandis que maintenant, avec la nouvelle génération, on essaie d'améliorer un peu leur travail tout en présentant toujours le même travail, enfin dans les motifs, quoi. On a toujours dit plein de choses sur les marquises, mais ça n'a jamais été écrit vraiment.
Il y a pas mal de livres qui ont été écrits après sur les marquises, mais avant, on avait des super légendes, mais qui n'ont jamais été écrites. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, si on doit garder quelque chose, si on peut garder quelque chose, c'est un peu ça, le tapa, parce que c'est quelque chose qui est typique, qui est vraiment de chez nous. Nos enfants, c'est pareil. Ils contribuent aussi à tout ce qu'on fait. On va chercher le tapa, on leur dit on va chercher le tapa. Mais quand le tapa arrive à la maison, ils savent. Moi, je suis croyante avant tout, pieuse, non, mais je suis croyante. Là, c'est parce que j'ai une vierge qui m'a toujours protégée partout où on allait, ma petite famille et moi. En fait, pour moi, d'être croyant, c'est plutôt le respect. Maintenant, les missionnaires, est-ce qu'ils ont fait mal? Est-ce qu'ils ont fait du bien? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Peut-être que mes enfants, plus tard, ils sauront le dire. Parce qu'ils auront évolué différemment que moi. À l'heure actuelle, le christianisme est devenu indissociable de la culture pour la majorité des marquisiens. La croix marquisienne en est un bon exemple, car elle allie le paganisme, l'homme avec ses 2 bras et ses 2 jambes, et la chrétienté avec le principe de la croix en elle-même. Par ailleurs, la cathédrale de Nukuhiva a elle-même été construite avec les pierres les plus sacrées des Marae. Chaque île a ainsi amené la sienne pour participer à l'édifice. C'est également dans ce sens que Monseigneur Lecléache a demandé à un sculpteur marquisien, Damien Atouraou, de créer et de fabriquer les statues, le portique, ainsi que l'ensemble des objets et du mobilier religieux en mélangeant ces codes culturels. David, à vrai dire, il a un mire, un truc... Bon, je l'ai modifié avec un instrument de musique adapté aux Polynésiens, c'est un ukulélé. Enfin, sa coiffure, c'est une coiffure de guerrier marquisien dans le monde entier. C'est le présent qui le fait vivre. C'est la technologie, l'énergie, c'est qui le fait vivre. Il faut créer les choses que les gens l'aiment, l'achètent. Mais au marquis, c'est le passé. C'est pas le présent, c'est le passé qui le fait vivre. De plus, Damien Atouraou incarne à lui seul ce que peut signifier la transmission générationnelle. Son enseignement, il le prodigue à des jeunes qui étaient pour la plupart en difficulté scolaire. Je me souviens, une fois, on était à Hivaoa, c'est pour l'académie. Il me pose la question, Damien, tu es enseignant, est-ce qu'il y a des élèves qui s'intéressent à la sculpture marquisienne? Ce que je lui ai répondu, je suis comme le semeur. Je sème les graines. Ceux qui veulent, il faut le repousser. Ceux qui ne veulent pas, jette-le. L'artisanat permet donc de garder de manière profonde cet ancrage identitaire. Mais au-delà, les marquises ont besoin d'une activité économique plus importante et pérenne. Le tourisme semble y figurer en bonne place, même s'il reste difficile d'accéder à ces îles. Après une journée d'avion depuis la métropole, il y a encore 3h30 de vol pour atteindre l'archipel et le billet reste très cher. Nous sommes ici sur l'île d'Ivaoa, la plus visitée des îles Marquises. Assez régulièrement, de grands paquebots amènent de Tahiti quelques centaines de touristes qui débarquent uniquement si l'état de la mer le permet. Quel est le sens d'un tel périple pour ces voyageurs bardés d'appareils photo et pour qui la population semble transparente? Pourtant, on ne passe pas ici par hasard. On est sur la route de nulle part, au terminus Marquise. Ce regard extérieur reflète donc une certaine perte de repères liée à l'uniformisation du monde. Parmi ces touristes fraîchement débarqués, certains ne viennent ici que pour chercher un frisson d'exotisme, d'autres nous avouent venir parce qu'en cette saison, il fait froid chez eux. Why did we decide to come here? Because it's January and it's snowing in Oregon. L'île d'Ivaoa est surtout connue pour ses 2 illustres pensionnaires. Le seul nom de Paul Gauguin permet d'attirer les touristes du monde entier, en particulier ceux d'Amérique du Nord. Les francophones visitent également le petit musée dédié à Jacques Brel.
Mais en plein essor culturel, les milliers de vestiges historiques semblent ignorer, même Puamao, l'un des plus grands sites archéologiques de la Polynésie. Le paquebot Paul Gauguin ne sera resté au mouillage qu'une poignée d'heures, à peine le temps aux passagers d'acheter quelques souvenirs. Ce survol touristique apporte donc peu aux Marquisiens. Mais il existe sans doute des malentendus sur une certaine demande du tourisme international. Beaucoup de touristes avancent ce mot à Marquis, c'est le paradis. Néanmoins, c'est sûr que quand on vient à Ouapou, ce qu'on en retient, c'est surtout ce paysage. Il y a un relief très très particulier. J'aime à l'appeler un petit peu l'île de King Kong, avec ses pics comme ça. C'est vrai que les plages de sable blanc et cocotier, même s'il y en a aux Marquises, finalement, c'est pas l'image qui s'en dégage. C'est plutôt des côtes déchiquetées, des falaises abruptes, et puis cette pierre sombre que l'on revoit un petit peu dans toutes les îles. Donc oui, ce qui interpelle le plus le visiteur au départ, c'est forcément la nature. Moi, ce que j'aime à dire, c'est justement m'attacher à ce qui existe encore aux Marquises. Et ce côté très naturel des populations de petits villages, à aller à la rencontre des gens, c'est génial. L'angoisse de la mondialisation amplifie aux Marquises un réflexe identitaire, car il faut rester authentique pour ne pas perdre son âme. C'est toute la difficulté de cette confrontation au regard du monde, et il faut s'inventer un avenir en s'appuyant sur un passé en reconstruction. C'est une course contre l'oubli, contre l'assimilation et le laminage d'un monde extérieur qui évolue très vite. Alors, quel avenir pour ce pays partagé entre son besoin de développement économique et son travail de mémoire ? Il y a un pouvoir central qui existe depuis des années, comme ça se passe aussi en France. Je veux dire, bon, il y avait le pouvoir parisien et puis il y avait les provinces. C'est un peu le même principe, c'est qu'on a tout centralisé sur Papeete et que les archipels n'ont pas de pouvoir de décision, à part des pouvoirs communaux. Donc pendant très longtemps, les archipels ont fait cette demande en disant on veut un conseil d'archipel marquisien, un conseil d'archipel des Tuamotu, etc. pour pouvoir réfléchir ensemble avec les pouvoirs de Papeete et les élus, que ce soit les élus communaux et les élus à l'Assemblée territoriale. Et ça ne s'est jamais fait. Pourquoi on devrait continuer à être attaché à Tahiti? Quel est notre avantage? En dehors des liens, bien sûr, des liens polynésiens que nous avons tous, les uns et les autres très forts entre nous, mais s'ils ne donnent pas à chaque archipel les moyens de se développer, les moyens de prendre leurs décisions, c'est ça que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une réelle décentralisation. Si nous pouvions accéder à l'inscription des Marquises au patrimoine de l'UNESCO, à classer plutôt au patrimoine de l'UNESCO, ce que nous cherchons depuis pas mal de temps, mais on nous met des bâtons dans les roues à chaque fois, alors que les dossiers sont prêts. Alors pourquoi ne pas travailler directement avec la métropole? Les critères de classement qui ont été définis par l'UNESCO sont d'ordre naturel ou culturel. Il s'avère que sur les 10 critères, les Marquises peuvent en proposer 8, ce qui est tout à fait exceptionnel. Un des critères pour le classement, c'est la valeur universelle d'une culture. Donc nous attendons à en retomber dans cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien sûr un développement économique. Mais nous voulons absolument un développement maîtrisé et raisonnable. Je pense qu'avec toutes ces exigences, on devrait pouvoir respecter et trouver cet équilibre nécessaire pour que toutes les personnes qui viendront chercher cette authenticité qui fait encore donc rêver et qui est encore la marque des Marquises puissent être préservées. Les îles Marquises répondent donc largement aux critères de l'UNESCO pour être classées au patrimoine mondial de l'humanité. Mais l'intérêt collectif se heurte aux intérêts privés, tant localement qu'à Tahiti, où les décisions traînent en longueur. Puisse le mana retrouvé des ancêtres inspirer chacun, afin que l'immense énergie déployée depuis tant d'années sauve les Marquises d'un oubli définitif.